Imaginez une transaction, des centaines de millions de dollars en crypto-monnaie se déplaçant silencieusement à travers le réseau mondial. Ce n'est pas une transaction de Wall Street. La destination finale est Pyongyang. Et cet argent n'est qu'une infime partie d'un empire criminel estimé à plusieurs milliards de dollars. Un empire qui finance des armes nucléaires capables de frapper n'importe quelle ville du monde, pendant que plus de 25 millions de personnes vivent au bord de la famine. Comment un pays totalement isolé, écrasé par les sanctions internationales, a-t-il pu construire une machine financière aussi sophistiquée et redoutable? La réponse ne se trouve pas dans les manuels d'économie, mais dans les annales du crime organisé. C'est l'histoire d'une dynastie qui a transformé sa nation en une organisation criminelle à l'échelle d'un État. Pour comprendre, il faut remonter aux années 90. L'Union soviétique s'effondre et avec elle, l'aide économique massive qui maintenait la Corée du Nord à flot. Le pays est soudainement seul, en faillite. S'ensuit une période que le régime nomme pudiquement la marche ardue. En réalité, c'est une famine dévastatrice qui tue des centaines de milliers, peut-être des millions de personnes. Pour la dynastie des Kim, c'est un choix existentiel. S'effondrer ou trouver un nouveau moyen de survivre. Ils choisissent la seconde option. C'est à ce moment que le rôle d'une entité secrète, le Bureau 39, devient central. Fondé par Kim Il-sung, le grand-père de Kim Jong-un, ce bureau n'est pas un ministère. C'est le fonds secret personnel du leader suprême, son quartier général pour les opérations illicites, sa banque privée. Sa seule mission, obtenir des devises étrangères, par tous les moyens nécessaires. Au début, les méthodes du Bureau 39 étaient celles du crime organisé classique, mais avec les ressources d'un État. L'une de leurs premières spécialités fut la contrefaçon de billets de 100 dollars américains. Ils produisèrent des faux d'une qualité si exceptionnelle que même les experts du Trésor américain les surnommèrent les super-dollars. Ces billets inondaient les marchés noirs du monde entier, blanchis par des diplomates nord-coréens qui utilisaient leur immunité pour transporter des valises de cash. Parallèlement, le régime a mis en place une production industrielle de méthamphétamine d'une grande pureté. Vendue massivement en Chine et en Asie du Sud-Est, cette drogue est devenue une source de revenus stable et considérable. C'était une narco-économie gérée depuis le sommet de l'État, une stratégie cynique pour transformer le désespoir des autres en richesse pour l'élite. Mais l'exploitation ne s'arrêtait pas là. Le régime a transformé son propre peuple en une source de revenus. Des dizaines de milliers de travailleurs nord-coréens étaient et sont toujours envoyés à l'étranger, principalement en Russie, en Chine et au Moyen-Orient. Ils travaillent dans des conditions proches de l'esclavage, sur des chantiers de construction ou dans des exploitations forestières. Leur journée de travail dure de 12 à 16 heures. Mais ils ne voient presque jamais leur salaire. Jusqu'à 90% de leur paie est directement confisquée par l'État nord-coréen. C'est un système d'esclavage moderne, parfaitement organisé, qui rapporte au régime des centaines de millions de dollars chaque année. Chaque bâtiment construit, chaque arbre abattu par ces travailleurs finance directement les ambitions militaires et le luxe de la famille Kim. Pendant ce temps, pour contourner les sanctions internationales qui interdisent l'exportation de ces ressources, la Corée du Nord est devenue maître dans l'art de la dissimulation. Elle a créé un réseau mondial de sociétés écrans, de navires fantômes et d'intermédiaires financiers. Des cargos nord-coréens éteignent leurs transpondeurs pour disparaître des radars, transférant illégalement du charbon ou des produits de la mer à des navires étrangers en pleine mer. Ces transactions de navire à navire, menées sous le couvert de la nuit, permettent de masquer l'origine des marchandises. Les paiements transitent l'un par des banques de pays peu regardants via des montages financiers complexes. C'est une flotte de l'ombre et une économie parallèle qui défie constamment la communauté internationale, prouvant que les sanctions, seules, sont une forteresse de papier. Cependant, le véritable tournant, la véritable innovation de l'empire criminel des Kim a eu lieu avec l'avènement d'Internet. Le régime a compris, bien avant beaucoup d'autres, que le champ de bataille économique du XXIe siècle serait numérique. Au lieu de se contenter de contrefaire de l'argent, ils allèrent le voler directement à la source. C'est ainsi qu'est née l'unité de cyberguerre la plus redoutable du monde, souvent désignée sous le nom de Lazarus Group. L'État a commencé à identifier les plus brillants esprits mathématiques du pays dès leur plus jeune âge. Ces enfants n'apprenaient pas seulement à programmer, ils étaient formés pour devenir des armes, des cybersoldats dont la mission était de piller les richesses du monde capitaliste depuis leur clavier à Pyongyang. La formation de ces hackers d'élite est un processus digne d'un roman d'espionnage. Sélectionnés dans les meilleures écoles du pays, ils sont envoyés dans des universités spécialisées, coupés de leur famille et soumis à un entraînement intensif. Leur loyauté envers le régime est absolue.
Ensuite, les meilleurs sont envoyés à l'étranger, sous couverture de diplomates ou d'employés d'entreprises commerciales, dans des bases d'opérations en Chine ou en Asie du Sud-Est. De là, ils peuvent opérer avec un meilleur accès à Internet et une plus grande liberté. Ils ne se considèrent pas comme des criminels. Dans la propagande du régime, ce sont des guerriers économiques, des héros qui collectent des fonds pour la défense de la patrie contre l'impérialisme américain. Chaque dollar volé est une victoire idéologique. Le monde a découvert la dangerosité de ces unités en 2014 avec le piratage spectaculaire de Sony Pictures. En représailles à la sortie d'un film satirique sur Kim Jong-un, les hackers nord-coréens n'ont pas seulement volé des données. Ils ont détruit les systèmes informatiques de l'entreprise, paralysant ses opérations pendant des semaines et divulguant des informations confidentielles, des emails embarrassants de dirigeants et des scénarios de films non sortis. Le message était clair. La Corée du Nord pouvait atteindre et punir ses ennemis, même s'il s'agissait d'un studio de cinéma à Hollywood. Ce n'était plus seulement une question d'argent, c'était une démonstration de force, une utilisation du cybercrime comme outil de politique étrangère et d'intimidation. 2 ans plus tard, en 2016, le Lazarus Group a frappé encore plus fort, réalisant l'un des braquages de banques les plus audacieux de l'histoire. Leur cible, la Banque centrale du Bangladesh. En utilisant des techniques de phishing sophistiquées pour obtenir des identifiants, ils ont accédé au réseau SWIFT, le système de messagerie sécurisé que les banques utilisent pour les transferts internationaux. Ils ont tenté de transférer près d'1 milliard de dollars vers des comptes aux Philippines et au Sri Lanka. Une simple faute de frappe, dans le nom d'un bénéficiaire, a alerté une banque correspondante, stoppant une partie des transferts. Mais ils ont tout de même réussi à voler 81 millions de dollars. Un braquage sans armes, sans violence, qui a secoué le système financier mondial jusqu'à ses fondations. Puis, en 2017, ils ont montré au monde qu'ils pouvaient aussi semer le chaos à l'échelle planétaire. Le ransomware WannaCry a infecté des centaines de milliers d'ordinateurs dans plus de 150 pays en quelques heures. Il a paralysé le système de santé britannique, bloquant des hôpitaux et forçant l'annulation de milliers d'opérations chirurgicales. Il a touché des entreprises comme Renault, en France, et FedEx aux États-Unis. Bien que la rançon demandée pour débloquer les ordinateurs était faible, l'objectif principal ne semblait pas être purement financier. L'objectif était de démontrer leur capacité de nuisance, de prouver qu'une petite nation isolée pouvait mettre à genoux les infrastructures critiques des plus grandes puissances mondiales. C'était du cyberterrorisme. Mais la véritable révolution pour l'économie criminelle nord-coréenne est arrivée avec l'essor des crypto-monnaies. Pour un régime cherchant à contourner le système financier mondial dominé par le dollar, c'était l'outil parfait. Les cryptos sont décentralisées, largement anonymes et difficiles à saisir. Elles ne dépendent d'aucune banque centrale et peuvent être transférées instantanément n'importe où dans le monde sans passer par des intermédiaires comme SWIFT. Kim Jong en a immédiatement compris le potentiel. Il a réorienté ses armées de hackers. Leur nouvelle mission n'était plus seulement de voler de l'argent dans les banques, mais de piller l'écosystème naissant et non régulé de la finance numérique. Le Far West de la crypto était sur le point de rencontrer son plus grand prédateur. Les hackers nord-coréens sont devenus les spécialistes du pillage des plateformes d'échange de crypto-monnaies. Leur mode opératoire est d'une efficacité redoutable. Ils commencent par une phase de reconnaissance, ciblant les employés des plateformes sur des réseaux sociaux comme LinkedIn. Ils se font passer pour des recruteurs, offrant des emplois alléchants. Ils envoient ensuite des offres d'emploi sous forme de fichiers PDF ou Word qui contiennent en réalité un logiciel malveillant. Une fois qu'un employé ouvre le fichier, les hackers ont un accès à son ordinateur et de là, au réseau interne de l'entreprise. Ils attendent patiemment, parfois pendant des mois, observant les procédures de sécurité avant de frapper et de vider les portefeuilles numériques de la plateforme. Leurs succès sont stupéfiants. En 2018, ils ont volé plus de 500 millions de dollars à la plateforme japonaise Coincheck. En 2022, ils ont réalisé leur plus grand coup à ce jour. Le piratage du réseau Ronin, la blockchain derrière le populaire jeu en ligne Axie Infinity. Le butin, plus de 620 millions de dollars. Selon les estimations de la société d'analyse de blockchain Chainalysis, la Corée du Nord a volé environ 1,7 milliard de dollars en crypto-monnaie rien qu'en 2022. Ces chiffres sont probablement sous-estimés. Pyongyang est devenu un cyberprédateur systématique traitant l'industrie de la crypto comme sa tirelire personnelle. Voler la crypto-monnaie n'est que la première étape. La seconde, plus complexe, est de la blanchir, c'est-à-dire de la convertir en monnaie fiduciaire comme le dollar ou l'euro sans se faire repérer. Pour cela, ils utilisent bien des outils appelés mixeurs ou mélangeurs de crypto-monnaies.
Un mixeur prend les fonds volés de plusieurs sources, les mélange dans un grand pot commun, puis les redistribue à de nouvelles adresses, rendant ainsi presque impossible de tracer l'origine exacte des fonds. C'est l'équivalent numérique d'une blanchisserie de la mafia. Une fois les fonds nettoyés, ils sont envoyés à des courtiers, de gré à gré, souvent en Asie, qui les échangent contre de l'argent liquide. Cet argent est ensuite utilisé pour acheter des biens de luxe ou des composants pour les programmes d'armement. Le lien entre ces cyberbraquages et le programme d'armement du régime est direct et documenté. Un rapport des Nations Unies de 2023 a conclu que l'argent volé lors de ces attaques finance jusqu'à 50% du programme de missiles balistiques de la Corée du Nord. Chaque test de missile, chaque parade militaire exhibant de nouvelles technologies est financé par de l'argent volé à des investisseurs en crypto, à des banques ou à des entreprises à travers le monde. Les victimes de ces crimes ne sont pas seulement des individus qui perdent leurs économies. Ce sont tous les citoyens des pays qui se trouvent à portée des missiles de Kim Jong-un. L'économie criminelle n'est pas un but en soi. C'est le moteur de la survie et de l'ambition militaire du régime. Cette économie de l'ombre crée un paradoxe saisissant. À Pyongyang, l'élite du régime profite d'une vie de luxe. Ils conduisent des Mercedes-Benz importés illégalement, portent des montres suisses, boivent du champagne français et font leurs courses dans des magasins remplis de produits étrangers. De nouveaux gratte-ciel, des parcs aquatiques et des stations de ski ont été construits pour servir cette classe privilégiée. Mais cette façade glamour, montrée fièrement par la propagande d'État, est construite sur la misère du reste du pays. En dehors de la capitale, la pauvreté est endémique. Les pénuries de nourriture sont chroniques et le système de santé est en ruine. C'est un système d'apartheid économique où les fruits du crime international ne profitent qu'à une infime minorité. Face à cette situation, la communauté internationale semble souvent impuissante. Les sanctions économiques, l'outil principal utilisé pour faire pression sur le régime, sont de plus en plus inefficaces. Comment sanctionner une économie qui opère déjà en dehors des lois internationales? Comment geler les avoirs d'un État qui utilise des crypto-monnaies intraçables? Les États-Unis et leurs alliés sont engagés dans un jeu constant du chat et de la souris, avec les hackers nord-coréens tentant de récupérer les fonds volés et de démanteler leur réseau de blanchiment. Mais pour chaque compte bloqué, pour chaque plateforme sanctionnée, les Nord-Coréens en créent de nouvelles. Ils ont toujours une longueur d'avance. La Corée du Nord n'est plus simplement un État voyou. C'est le prototype d'un nouveau type de menace, l'État cybercriminel. Un pays qui a intégré le crime à grande échelle comme un pilier central de sa stratégie économique et de sa politique étrangère. Et la menace ne cesse d'évoluer. Avec l'émergence de l'intelligence artificielle, les capacités de ces hackers pourraient être décuplées. Ils pourraient créer des campagnes de phishing encore plus convaincantes, développer des malwares autonomes ou même attaquer des infrastructures technocritiques comme les réseaux électriques ou les systèmes de distribution d'eau. La ligne entre le cybercrime pour le profit et la cyberguerre pour la déstabilisation devient de plus en plus floue. Malgré la pression extérieure et la souffrance intérieure, le système perdure. Pourquoi ne s'effondre-t-il pas? La raison est simple. L'économie criminelle a créé une élite dont la survie et la prospérité dépendent entièrement de la survie du régime. Les généraux, les hauts fonctionnaires, les chefs des opérations illicites, tous profitent de passer vite de ce système. Ils n'ont aucun intérêt à un changement qui menacerait leurs privilèges. Cette élite est soudée par la complicité et la peur. Ils savent que si le régime tombe, ils tomberont avec lui. Le crime est devenu le ciment qui maintient la structure du pouvoir en place, une assurance-vie pour la dictature la plus brutale du monde. Le modèle nord-coréen est aussi un avertissement pour le futur. D'autres États parias ou organisations terroristes observent et apprennent. Ils voient pas besoin qu'il est possible de défier les superpuissances, de financer des ambitions militaires et de survivre aux sanctions les plus sévères grâce à une économie numérique clandestine. La prolifération de ces tactiques pourrait déstabiliser l'ordre financier mondial. Nous pourrions entrer dans une ère de guérilla économique, où des acteurs non étatiques ou de petits États voyous peuvent infliger des dommages disproportionnés aux grandes économies. La Corée du Nord n'a pas seulement piraté des banques, elle a piraté le concept même de souveraineté économique. L'histoire de l'économie nord-coréenne est donc bien plus qu'une simple curiosité géopolitique. C'est une fenêtre sur un futur potentiel de conflit, un futur où les guerres ne se mènent plus seulement avec des soldats, mais aussi avec des codeurs, où les lignes de front ne sont pas des tranchées, mais des serveurs informatiques, et où la stabilité de notre monde hyperconnecté repose sur la capacité à se défendre contre un ennemi qui n'a pas besoin de quitter sa chambre pour attaquer. Comprendre cet empire criminel, ce n'est pas seulement comprendre la Corée du Nord, c'est comprendre l'une des menaces les plus importantes et les plus sous-estimées du XXIe siècle.
En fin de compte, le secret de l'économie nord-coréenne n'est pas une formule magique ou une idéologie. C'est une adaptation darwinienne brutale. Face à l'extinction, le régime a muté pour devenir un prédateur. Il se nourrit des failles du système mondial qu'il prétend mépriser. Il utilise les outils de la mondialisation, Internet, la finance internationale, les crypto-monnaies pour saper cette même mondialisation. C'est un parasite au cœur du système et sa résilience pose une question fondamentale. Comment combattre un ennemi qui a transformé ses faiblesses en ses plus grandes forces? La réponse à cette question déterminera non seulement l'avenir de la péninsule coréenne, mais aussi la sécurité de l'économie mondiale tout entière. La Corée du Nord n'est donc pas une simple relique de la guerre froide. Elle est devenue un laboratoire pour une nouvelle forme de criminalité d'État. Un modèle économique qui transforme la technologie en une arme pour piller le système financier mondial. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est probablement qu'un début. À mesure que la technologie évolue, leurs méthodes deviendront plus sophistiquées et la menace qu'ils représentent pour nos économies et nos infrastructures ne fera que grandir. Le futur de ce conflit ne se jouera pas sur un champ de bataille, mais sur les réseaux qui régissent nos vies. Face à un État qui a transformé le crime en politique de survie, les sanctions traditionnelles sont-elles encore utiles? Laissez votre avis dans les commentaires.